Bonjour, je m'appelle Geneviève, j'ai 92 ans, et aujourd'hui, je suis venue ici pour partager avec vous l'une des histoires les plus douloureuses et en même temps les plus importantes de ma vie. Une histoire qui a failli détruire ma famille, qui m'a fait perdre pied, mais qui m'a aussi montré une force dont je ne soupçonnais même pas l'existence en moi. Avant de commencer, je voudrais demander à ceux qui me regardent en ce moment, s'il vous plaît, laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour m'aider à continuer à partager ces histoires et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez, de quelle ville, de quelle région. J'adore savoir que mon histoire arrive dans tant d'endroits différents. Je vais commencer depuis le début pour que vous compreniez bien comment était ma vie à cette époque. C'était l'année 1968. J'avais 35 ans. J'étais mariée à Henri depuis 12 ans et nous avions 3 beaux enfants. Marcel, 10 ans, Élise, 8 ans, et le petit dernier, André, qui n'avait que 5 ans. Nous habitions une petite maison louée dans le quartier ouvrier, près de la filature textile où Henri travaillait. C'était une maison simple, de 3 pièces, mais c'était la nôtre. J'avais pris soin de chaque recoin de cette maison, avec tant d'amour, vous savez. J'avais mes petits rideaux en cotonnade que j'avais cousus moi-même, quelques pots de fougères sur le balcon et l'odeur du café qui remplissait toute la maison tôt le matin. Henri était ouvrier à la filature Sainte-Rita, l'une des plus grandes usines de textile de la région à cette époque. Il travaillait au secteur du tissage, manipulant ces énormes métiers à tisser qui faisaient un bruit assourdissant toute la journée. C'était un travail dur, fatigant, mais c'était honnête. Il sortait de la maison tous les 5 jours à 5h30 du matin, emportait la gamelle que je préparais encore à la lumière de la lampe à pétrole et rentrait vers 19h, fatigué, mais toujours avec un sourire pour les enfants. Nous n'avions aucun luxe, mais nous ne manquions pas du nécessaire non plus. Du riz, des haricots, un morceau de viande quand c'était possible, et beaucoup, beaucoup d'amour. J'étais femme au foyer, comme la plupart des femmes de l'époque. Je m'occupais de la maison, des enfants, je lavais le linge au baquet, je repassais du linge pour l'extérieur pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Je cousais quelques robes sur commande. La vie était dure, mais elle était bonne. Vous connaissez cette sensation où, même avec peu, vous construisez quelque chose? Où vos enfants grandissent en bonne santé? Où votre mari rentre à la maison et vous embrasse avec tendresse? Où vous marchez ensemble vers un avenir meilleur? C'était ce que je ressentais. Je me sentais bénie. Henri était un homme bon. Il ne buvait pas, ne fumait pas, ne fréquentait pas les bistrots. Le dimanche, nous allions à la messe de 10h, nous rentrions à la maison, je préparais un déjeuner soigné, quand c'était possible, une poule en cocotte, sinon des pâtes à la sauce bien assaisonnées. Et l'après-midi était tranquille. Il s'allongeait dans le hamac avec les enfants, racontait des histoires, jouait. C'était des temps simples, mais c'était des temps heureux. Nous avions un grand rêve, acheter notre propre maison. Tous les mois, religieusement, nous mettions un peu d'argent de côté. J'avais une boîte à biscuits LU cachée dans l'armoire sous les vieux draps où je mettais les billets froissés. 5 francs ici, 10 là, 20 quand Henri faisait de vraies heures supplémentaires ou quand je réussissais à vendre une couture plus chère. En 4 ans, en économisant comme ça, nous avions déjà presque 1000 francs de côté. Ce n'était pas beaucoup, mais pour nous qui n'avions jamais rien eu, c'était un trésor. C'était l'avenir de nos enfants, c'était la sécurité, c'était notre dignité. Ce fut en mars 1968 que tout a commencé à changer. Un samedi, Henri est rentré du travail vers 19h, comme d'habitude, et m'a dit « Geneviève, l'usine a besoin de monde pour faire des heures supplémentaires le samedi. » Le contremaître m'a appelé. Ils ont dit qu'ils paieraient 50% de plus par heure. J'ai pensé que ce serait bien d'accepter pour économiser plus vite pour la maison. J'étais même contente, vous savez. J'ai pensé, quelle chance! Plus vite nous économisons, plus vite nous sortons de cette location. Et je lui ai dit, bien sûr mon chéri, tu vas tenir le coup? Tu ne vas pas être trop fatigué? Il m'a assuré qu'il tiendrait, que c'était seulement jusqu'à 18h, 3 petites heures de plus le samedi, que ça ne ferait pas de différence. Il a dit que plusieurs collègues allaient le faire aussi. J'ai cru, bien sûr. Pourquoi n'aurais-je pas cru? C'était mon mari, c'était le père de mes enfants, c'était l'homme qui dormait à mes côtés toutes les nuits depuis 12 ans.
Le premier samedi, il est sorti de la maison le matin, comme toujours. Il est rentré seulement vers 19h, il est arrivé fatigué, a pris son bain, a dîné et est allé dormir. Tout était normal. Le deuxième samedi, la même chose. J'ai même commenté avec la voisine, Madame Germaine. Henri fait des heures supplémentaires le samedi maintenant. Ça va être bien pour nous d'économiser pour la maison. Elle a trouvé ça très bien. Elle a dit que son mari aussi faisait souvent des heures supplémentaires quand c'était possible. Mais là, le troisième samedi, quelque chose d'étrange s'est produit. Henri est rentré très tard. Il devait être 22h30, presque 23h. J'étais déjà inquiète, marchant de long en large dans le salon. Les enfants dormaient déjà. Quand il est arrivé, je lui ai tout de suite demandé « Mon Dieu, Henri, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi si tard ?» Il semblait différent, les yeux un peu vitreux, la chemise froissée, et il y avait une odeur étrange, une odeur de cigarette. Mais Henri ne fumait pas, il n'avait jamais fumé. Il a donné une excuse un peu embrouillée. Il y a eu un problème avec une machine, Geneviève, un métier à tisser a cassé là-bas, et nous avons dû rester jusqu'à ce que ce soit réparé. Le contremaître nous a demandé de ne pas partir avant que ce soit résolu. Désolé de ne pas avoir prévenu. Il n'y avait pas moyen d'envoyer un message. Ça avait du sens, non? À cette époque, il n'y avait pas de téléphone à la maison. Pour prévenir de quelque chose, il fallait envoyer quelqu'un ou attendre d'arriver. J'ai accepté l'explication, mais je suis restée avec cette puce derrière l'oreille à cause de l'odeur de cigarette. Mais j'ai pensé qu'il devait être resté près de quelqu'un qui fumait. J'ai laissé tomber. Seulement, c'est devenu une routine. Tous les samedis, Henri sortait le matin et rentrait de plus en plus tard. 20h, 21h, 22h. Il y a eu un samedi où il est arrivé presque à minuit. Et toujours avec cette odeur de cigarette, toujours avec les vêtements froissés, toujours avec une excuse différente, que la machine avait cassé, qu'il avait fallu faire l'inventaire, que le contremaître avait demandé d'organiser le stock, qu'il y avait eu une réunion de sécurité. Et pire, il changeait, devenait plus nerveux, plus irrité. La moindre chose que les enfants faisaient et il criait déjà. Si je posais trop de questions sur le travail, il s'impatientait. Il y a eu une nuit où j'ai commenté « Dis donc, Henri, ces heures supplémentaires, c'est tous les samedis maintenant? Il n'y a pas un samedi de repos ?» Il a presque explosé. « Geneviève, tu veux la maison ou tu ne la veux pas? Alors laisse-moi travailler en paix. Ce n'est pas assez que je me tue toute la semaine à l'usine? Il faut encore que j'entende des reproches à la maison ?» Je suis restée silencieuse, même effrayée. Henri ne m'avait jamais parlé comme ça. Jamais. J'ai commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Mais quoi? Une liaison? Non, impossible. Henri m'aimait. Nous avions une belle famille, et il avait toujours été si droit, si travailleur, si dévoué. Alors j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Son alliance, cette alliance en or que nous avions achetée avec tant de sacrifices quand nous nous sommes mariés, avait disparu de son doigt. Quand j'ai demandé, il a dit qu'il s'était blessé la main au travail et que le médecin lui avait dit de l'enlever pour éviter une infection, que l'alliance était rangée dans l'armoire. Je suis allée chercher, elle n'était nulle part. La montre de Gousset, qui avait appartenu à son père, à mon beau-père qui était déjà décédé, une relique familiale, avait aussi disparu. Il a dit qu'il l'avait emmenée réparer parce qu'elle s'arrêtait. 1 mois est passé, 2 mois, et la montre ne revenait pas de la réparation. Je suis allée voir dans la boîte à biscuits où nous gardions l'argent. Il y avait moins d'argent qu'il n'aurait dû y avoir. Beaucoup moins. Je savais exactement combien il y avait, parce que je contrôlais moi-même, je notais dans un petit carnet. Il manquait presque 300 francs. J'ai confronté Henri. Il a dit qu'il avait pris pour payer des dépenses supplémentaires de l'usine qui seraient remboursées dans le salaire du mois suivant. Mais elles n'ont jamais été remboursées. J'ai commencé à avoir des insomnies. Je restais allongée dans le lit, regardant le plafond, écoutant Henri ronfler à côté de moi et cette angoisse qui me serrait la poitrine. Qu'est-ce qui se passait? Où allait l'argent? Pourquoi mon mari mentait-il? Pourquoi était-il si différent, si agressif, si distant? Les voisines ont commencé à commenter. Madame Germaine m'a appelé un jour au portail et m'a dit à voix basse « Geneviève,
Je ne voulais pas me mêler, mais Henri rentre très tard ces samedis, n'est-ce pas? Tu sais où il est? J'ai défendu mon mari bec et ongles. Il fait des heures supplémentaires, Madame Germaine, pour économiser pour la maison. Elle a fait une grimace, mais n'a rien dit de plus. Mais j'ai vu dans son regard. Elle doutait. Elle pensait qu'il y avait une autre femme. Et vous savez ce qui est pire? J'ai commencé à le penser aussi. J'ai commencé à imaginer mon mari dans les bras d'une autre, plus jeune, plus belle, sans 3 enfants et sans vergeture sur le ventre, une qui ne sentirait pas toute la journée la lessive et l'eau de Javel. Je me regardais dans le miroir et je voyais une femme fatiguée de 35 ans qui en paraissait déjà 45, avec les mains calleuses d'avoir tant lavé de linge, avec les cheveux tirés en chignon serré parce que je n'avais même pas le temps de prendre soin de moi. Est-ce qu'il en avait trouvé une autre? Je pensais chaque nuit avant de dormir et je pleurais dans l'oreiller doucement pour qu'il n'entende pas. Jusqu'à ce samedi, le samedi qui a tout changé. C'était le 14 septembre 1968. Je n'oublierai jamais cette date. C'est le jour où le sol a disparu sous mes pieds. Ce matin-là, Henri est sorti pour le travail, comme toujours, vers 5h30, mais il a oublié sa gamelle sur la table. J'ai vu la gamelle encore chaude, enveloppée dans le torchon à carreaux, et j'ai pensé, il va rester toute la journée sans manger. À cette époque, il n'y avait pas de cantine au coin de la rue, pas d'endroit pour acheter à manger facilement comme ça. Si l'ouvrier n'emportait pas sa gamelle, il avait faim. J'ai pris la gamelle et j'ai décidé que j'allais la lui apporter personnellement à l'usine. J'ai laissé les enfants avec Madame Germaine, j'ai mis ma plus belle robe et je suis partie. Je suis arrivée à l'usine, il était environ 9h du matin. Le portail était ouvert et là, dans la guérite, il y avait Monsieur Benoît, le gardien. C'était un monsieur déjà âgé, la soixantaine, toujours très poli, qui connaissait tous les ouvriers par leur nom. Je me suis approchée et j'ai dit « Bonjour, Monsieur Benoît. Je suis venu apporter la gamelle à Henri. Il l'a oubliée à la maison. » Monsieur Benoît m'a regardé avec un air étrange. Puis il a souri et a dit « Bonjour, Madame Geneviève. Vous pouvez me la laisser et quand il sortira pour le déjeuner, je la lui donnerai. » Ce n'est pas nécessaire, Monsieur Benoît. Je la lui donne moi-même puisque je suis venu jusqu'ici. Il s'est gratté la tête, un peu gêné, et a dit « C'est que maintenant, on ne peut pas entrer, madame. Le secteur est en fonctionnement, mais laissez-moi la lui donner. Vous pouvez me la laisser. » J'ai remercié, j'ai donné la gamelle et j'allais déjà me retourner pour partir quand, sans le vouloir, j'ai lâché. Il va être tellement content. Heureusement que j'ai eu le temps de la porter avant que les heures supplémentaires commencent cet après-midi. C'est là que Monsieur Benoît a froncé les sourcils et a demandé « Des heures supplémentaires? Quelles heures supplémentaires, Madame Geneviève ?» Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Les heures supplémentaires du samedi. Henri les fait tous les samedis ici. Monsieur Benoît m'a regardé dans les yeux et j'ai vu ce regard de pitié, vous savez? Ce regard de quelqu'un qui va donner une mauvaise nouvelle et ne sait pas comment le dire. Il a soupiré profondément et a dit « Madame Geneviève, il n'y a pas d'heures supplémentaires le samedi ici. L'usine fonctionne de 6h du matin à 18h le samedi. Horaire réduit. À 18h pile, je ferme ce portail et il ne reste personne à l'intérieur. Henri sort tous les samedis à 18h précise avec son équipe. Je le vois passer par ce portail toutes les semaines. » Le monde s'est arrêté à ce moment-là. Je suis restée là, tenant l'anse de mon sac si fort que mes doigts sont devenus blancs. Je n'arrivais pas à respirer correctement, je n'arrivais pas à penser, je n'entendais que mon cœur battre dans mes oreilles, comme un tambour. « Comment ça, Monsieur Benoît ?» J'ai réussi à parler, la voix tremblante. Mais il a dit qu'il faisait des heures supplémentaires. Il rentre à la maison à 22h, 23h. Monsieur Benoît a secoué la tête, lentement, avec ce regard de pitié encore plus accentué. « Je suis désolée, Madame Geneviève, mais pas ici. Si Henri rentre à la maison à cette heure-là, il va ailleurs après être sorti d'ici. Je ne sais pas comment j'ai réussi à marcher jusqu'à la maison. Je crois que j'étais en pilote automatique. Les jambes flageolantes, la vue brouillée, le cœur serré. Ailleurs. Il allait ailleurs. Où? Avec qui? Faisant quoi? Une liaison. Ça devait être une liaison. Quelle autre explication pouvait-il y avoir? Mon mari me trompait. Et pire,
Il me trompait depuis des mois, me regardant dans les yeux et mentant effrontément, prenant notre argent durement gagné, vendant l'alliance de mariage, disparaissant jusqu'à minuit. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai récupéré les enfants chez Madame Germaine et j'ai fermé la porte à clé. Je me suis assise sur le lit et j'ai pleuré. J'ai tellement pleuré que je ne sais même pas d'où sont venues toutes ces larmes. J'ai pleuré de colère, de tristesse, d'humiliation. Comment pouvait-il me faire ça? Pas à moi, à nous, à ses enfants. Comment avait-il le courage de me regarder tous les jours, de se coucher dans notre lit, de s'asseoir à notre table, sachant qu'il me trompait? Les enfants étaient effrayés de me voir pleurer comme ça. Marcel, le plus âgé, est venu me prendre dans ses bras. « Maman, pourquoi tu pleures? Il s'est passé quelque chose ?» J'ai séché mes larmes et forcé un sourire. « Ce n'est rien, mon fils. C'est juste un mal de tête. Ça va passer. » Mais ça n'allait pas passer. Cette douleur n'allait plus jamais passer. Ou du moins, c'est ce que je pensais à ce moment-là, parce que je ne savais encore rien. Je n'avais pas encore découvert toute la vérité. Et quand je la découvrirais ce samedi soir même, quand Henri rentrerait à la maison, j'allais réaliser que la situation était bien pire qu'une simple liaison. La vérité était si terrible, si dévastatrice, qu'une liaison allait sembler dérisoire à côté de ce que mon mari avait fait à notre famille. Ce samedi fut le plus long de ma vie. Chaque minute semblait une heure. Chaque heure semblait un jour entier. Je suis restée là dans le salon, assise sur cette vieille chaise à bascule qui avait été celle de ma mère, regardant l'horloge murale qui faisait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Chaque seconde qui passait était un coup de marteau dans ma tête. J'ai donné le bain aux enfants, je leur ai donné à dîner, je les ai couchés. Marcel a encore demandé « Maman, papa ne va pas dîner avec nous ce soir ?»« Non, mon fils, il travaille. Il va rentrer plus tard. » Travail. Quel mensonge, n'est-ce pas? Mais je ne savais toujours pas si c'était mon mensonge ou le sien. Est-ce que je me trompais? Est-ce que c'était Monsieur Benoît qui était confus? Mais non, il avait été clair. 18 heures, le portail ferme. Tout le monde part. Henri sort à 18 heures. Alors, où allait-il de 18 heures à 22 heures, 23 heures? J'ai prié. J'ai tellement prié cette nuit-là. J'ai pris mon chapelet, celui que ma mère m'avait donné quand je me suis mariée, et je suis restée là à réciter des « Je vous salue, Marie », l'un après l'autre. Je demandais à Notre-Dame de me donner la force, de me donner la sagesse pour gérer ce qui allait venir. Je demandais que ce ne soit pas ce que je pensais. Je demandais qu'il y ait une explication, une bonne explication, une explication qui ne détruirait pas ma famille. 21 heures, rien. 21h30, rien. 22 heures, rien. Je commençais à désespérer. J'ai commencé à marcher de long en large dans le salon. J'ouvrais la porte, je regardais la rue sombre, je fermais la porte, je l'ouvrais de nouveau, je la fermais. Mon estomac était retourné. Je n'avais mangé qu'un petit morceau de pain toute la journée. Je n'arrivais à avaler rien. 22h30, j'ai entendu le bruit du portail. Mon cœur s'est emballé. C'était lui. J'ai respiré profondément, j'ai essuyé mes mains moites sur mon tablier et je suis restée là, debout au milieu du salon, attendant. Henri est entré. Et vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu un homme qui n'était pas mon mari. Il lui ressemblait, il avait son visage, son corps, mais ce n'était pas lui. Les yeux étaient rouges, enfoncés, avec des cernes violettes en dessous, les vêtements tout froissés, la chemise sortie du pantalon, les cheveux ébouriffés et cette odeur, cette horrible odeur de cigarette mélangée à la sueur, à quelque chose d'aigre, à de la bière peut-être, et autre chose que je n'arrivais pas à identifier. Il m'a regardé, et pendant une seconde, juste une seconde, j'ai vu la peur dans ses yeux. Mais il a vite détourné le regard, a accroché son chapeau au porte-manteau et a essayé de passer directement dans la chambre. Henri. Ma voix est sortie ferme, ferme mais tremblante. Il s'est arrêté, encore de dos. Geneviève, je suis fatiguée. On parlera demain. Non, on parle maintenant. Retourne-toi et regarde-moi en face. Il s'est retourné lentement et j'ai vu. J'ai vu sur son visage qu'il savait que je savais. Il ne savait pas tout encore, mais il savait que j'avais découvert quelque chose. Où étais-tu, Henri?
Au travail, Geneviève, je te l'ai déjà dit, heure supplémentaire. Ne me mens plus. Ma voix est sortie plus forte que je ne voulais. J'ai baissé le ton de peur de réveiller les enfants. Ne me mens plus. Je suis allée à l'usine ce matin. J'ai parlé avec Monsieur Benoît. Il m'a dit qu'il n'y a pas d'heure supplémentaire le samedi, que l'usine ferme à 18h, que tu sors à l'heure avec tout le monde. Son visage est devenu blanc, blanc comme du papier. Il a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. Il ressemblait à un poisson hors de l'eau. Il a passé la main sur son visage, dans ses cheveux, et a commencé à trembler. Ses mains tremblaient. « Geneviève, Tu quoi? Tu as une autre femme? C'est ça? Il y en a une autre? Dis-le tout de suite. Dis-moi la vérité au moins une fois. » Je criais, les larmes coulant sur mon visage. 12 ans de mariage, 3 enfants, toute une vie construite ensemble. Et tout était mensonge, tout était faux. « Non !» Il a crié en retour. « Non, ce n'est pas ça, il n'y a pas d'autre femme. » Alors, qu'est-ce que c'est? Où vas-tu tous les samedis? Que fais-tu jusqu'à minuit? Pourquoi me mens-tu depuis des mois? Il est resté silencieux, juste là debout, tremblant, avec ce regard de désespoir. Et là, j'ai commencé à dire tout ce qui était coincé dans ma gorge. L'alliance a disparu. La montre de ton père a disparu. L'argent de la boîte disparaît. Tu es différent, nerveux, agressif avec les enfants, avec moi. Tu rentres en sentant la cigarette alors que tu ne fumes pas. Tu me regardes dans les yeux et tu mens, Henri. Tous les 5 jours, tu mens. Si ce n'est pas une autre femme, alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est si grave que tu ne peux pas me le dire? C'est là qu'il s'est effondré, littéralement effondré. Ses jambes ont flanché et il est tombé à genoux sur le sol du salon. Il a commencé à pleurer comme un enfant, sanglotant fort, les mains sur le visage. Je n'avais jamais vu Henri pleurer, même pas quand son père est mort, même pas quand Élise est née et a failli ne pas survivre parce qu'elle manquait d'air. Jamais. Geneviève, Geneviève, pardonne-moi, pardonne-moi, pour l'amour de Dieu. Je suis restée là debout, regardant cet homme détruit sur le sol de mon salon. Une moitié de moi voulait courir, l'embrasser, le consoler. L'autre moitié voulait le frapper, crier, taper. Je n'ai rien fait, j'ai juste attendu. Il a levé le visage avec les larmes qui coulaient, les yeux rouges, et a commencé à parler. Et ce qu'il a dit était pire, bien pire que n'importe quelle liaison que j'aurais pu imaginer. Je joue, Geneviève. Joue? Ce mot est resté suspendu dans l'air entre nous deux. Joue. Je n'ai pas compris au début. Tu joues à quoi? Aux cartes, aux dés, aux paris, aux combats de coq? Combats de coq. Mon Dieu du ciel, les combats de coq. Ces combats illégaux de coq qui se passaient dans les caves, dans l'arrière-salle des bistrots, où les hommes pariaient de l'argent et les animaux se battaient jusqu'à la mort. J'en avais entendu parler. Tout le monde dans le quartier savait que ça existait, mais c'était l'affaire des pires gens. Des gens violents, des bandits, des ivrognes, des joueurs. Ce n'était pas un endroit pour un père de famille. Ce n'était pas un endroit pour un homme décent. « Comment ça, des combats de coq? Comment ça, tu joues ?» J'arrivais à peine à croire ce que j'entendais. Il a continué, les mots sortant en désordre, mélangés aux sanglots. Ça a commencé il y a environ 8 mois. Un collègue de l'usine, Raymond, m'a invité à aller voir un combat de coq. Juste pour regarder, Geneviève, juste pour voir comment c'était. J'y suis allée, j'ai pensé qu'il n'y avait pas de problème. C'était dans une cave rue de la Gare. Il y avait plein de gens qui pariaient, criaient, buvaient. Je suis juste restée à regarder. Mais je suis revenue le samedi suivant, et l'autre. Et là, j'ai commencé à parier. Ma tête tournait. 8 mois. 8 mois qu'il me mentait. 8 mois qu'il fréquentait cet antre. J'ai commencé à parier peu. 5 francs, 10 francs. Et je gagnais, Geneviève. Je gagnais presque toutes les semaines. Je rentrais à la maison avec plus d'argent que je n'en avais eu en sortant. J'ai pensé que j'allais réussir à économiser plus vite pour la maison, que ça allait être bien pour nous. Tu as pensé que ça allait être bien? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Me mentir, fréquenter des endroits de bandits, jeter l'argent par les fenêtres, ça allait être bien? Mais je gagnais.
Il a parlé désespérément, comme si ça justifiait quelque chose. Les premières semaines, je gagnais beaucoup. J'ai réussi à gagner 200 francs en une nuit. Et où est cet argent? Où? Parce qu'il n'y a aucun argent qui entre dans cette maison. Il disparaît seulement. Il a baissé la tête de nouveau. J'ai perdu. J'ai commencé à perdre. Je pensais que j'allais récupérer. Je pariais plus pour essayer de récupérer ce que j'avais perdu. Et je perdais plus. Et je pariais plus. Et je perdais plus. J'ai senti mes jambes flancher. Je me suis accrochée au bord de la table pour ne pas tomber. Combien? Ma voix est sortie dans un murmure. Combien as-tu perdu? Il est resté silencieux. Son silence était pire que n'importe quelle réponse. Combien, Henri? Tout, il a murmuré. J'ai tout perdu, Geneviève. Tout. Ce mot a résonné dans ma tête. Tout. J'ai titubé jusqu'à la chaise et je me suis assise. Mes mains étaient glacées. La boîte. J'ai réussi à parler. L'argent de la boîte. Les 1000 francs que nous avons économisés en 4 ans. Tu l'as pris? Il a hoché la tête sans pouvoir me regarder dans les yeux. Quand? Combien reste-t-il? Il y a 3 mois que c'est fini. 3 mois. 3 mois que notre argent était fini et il ne m'avait rien dit. Il continuait à sortir tous les samedis, continuait à rentrer tard, continuait à mentir. Et l'alliance? Et la montre de ton père? Je les ai mises au mont de piété, il a confessé. Au mont de piété de la place. J'ai pris 60 francs pour l'alliance et 80 pour la montre. Je n'arrivais plus à retenir les larmes. Cette alliance que nous avions choisie ensemble, qu'il avait passée à mon doigt le jour de notre mariage, cette montre qui était le seul souvenir qu'il avait de son père, que mon beau-père lui avait laissée sur son lit de mort, en lui demandant d'en prendre soin, de la transmettre aux enfants un jour. Tout au mont de piété, tout jeté. Pourquoi? Pour parier sur des combats de coqs, pour jouer aux cartes avec des voyous. Et ce n'est pas tout. Il a continué. Et j'ai réalisé qu'il y avait plus. Il y avait toujours plus. J'ai pris les outils aussi. Le marteau, la clé anglaise, cette boîte à outils que tu m'as offerte pour mon anniversaire l'année dernière. Je l'ai vendue à Tony de la Ferraille pour 40 francs. Les outils. Ces outils qu'il utilisait pour faire des petits boulots le week-end, pour réparer les choses à la maison, pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Vendus pour 40 misérables francs. Mais il y a plus, Geneviève. Il y a plus, et c'est pire. Je l'ai regardé, et je ne sais pas d'où j'ai encore tiré la force pour demander. Qu'est-ce qui peut être pire que ça, Henri? Qu'est-ce qui peut être pire que d'avoir jeté 4 ans d'économie, vendu tout ce que nous avions de valeur, menti pendant 8 mois? Il a levé les yeux vers moi, et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose qui m'a terrifiée. C'était de la terreur pure, de la vraie terreur dans ses yeux. Je dois de l'argent. Mon cœur s'est arrêté. Tu dois à qui? À Josias. Josias. Je connaissais ce nom. Tout le monde dans le quartier le connaissait. Josias n'était pas une personne, c'était un cauchemar. C'était l'usurier le plus dangereux de la région, l'homme qui prêtait de l'argent avec des intérêts absurdes et qui, quand vous ne payez pas, envoyait ses hommes de main vous briser les jambes. Ou pire, il y avait des histoires de gens qui avaient disparu pour ne pas avoir payé Josias. Des histoires de familles entières qui avaient tout perdu, la maison, les meubles, tout, parce qu'elles n'avaient pas pu payer. Tu as pris de l'argent à Josias? J'arrivais à peine à prononcer les mots. Tu es fou? Tu es complètement fou, Henri? Je pensais que j'allais réussir à payer rapidement. Je pensais que j'allais gagner et payer. Combien tu lui dois? Le silence était assourdissant. Il tremblait tellement que ses dents claquaient. Parle, Henri. Combien? 2400 francs. Le monde s'est arrêté. 2400 francs. C'était presque 8 mois de son salaire. C'était le double de tout ce que nous avions économisé en 4 ans. C'était de l'argent que nous n'avions pas, que nous n'aurions jamais. C'était impossible. Comment as-tu réussi à devoir autant d'argent? Ça a commencé avec 300. J'ai emprunté 300 francs il y a 5 mois. Il prend 20% d'intérêt par mois. Je n'ai pas pu payer le premier mois. C'est devenu 360, puis 432.
Alors j'ai emprunté plus pour essayer de payer le premier prêt, pour gagner du temps. Il m'a prêté 600 de plus. Ça a fait 960 au total. Et les intérêts ont continué à courir et j'ai emprunté plus. Et plus. Et maintenant c'est à 2400. Il était entré dans un cauchemar sans fin. C'était comme des sables mouvants. Plus il essayait de sortir, plus il s'enfonçait. Et le délai ? Quand dois-tu payer ? Je suis déjà en retard, il a murmuré. J'aurais dû payer la semaine dernière. Tout mon corps a commencé à trembler. En retard. Il était en retard pour le paiement à Josias. Josias qui faisait briser les jambes, Josias qui faisait disparaître les gens. Il est déjà venu te chercher ? Henri a hoché la tête et j'ai vu une larme couler sur son visage. Hier, il a envoyé 2 hommes de main m'attendre à la sortie de l'usine. Ils m'ont emmené à l'ancien entrepôt près de la gare. Josias était là. Il a dit qu'il me donnait encore 15 jours. Seulement 15 jours, Geneviève. Si je ne paie pas d'ici là, il a dit qu'il viendrait ici à la maison, qu'il prendrait ce que nous avons, les meubles, les vêtements, tout. Et que si nous n'avions rien qui vaille, il a dit qu'il me briserait les jambes et qu'ensuite il viendrait après toi et les enfants pour me donner une leçon. Je n'arrivais pas à respirer. Je n'arrivais pas à penser. Cet homme, ce monstre, avait menacé mes enfants, mes bébés. André avait 5 ans. 5 ans. Et il y avait un usurier qui menaçait ma famille à cause des paris idiots de mon mari. Je me suis levée de la chaise, je suis allée dans la chambre, j'ai ouvert l'armoire et j'ai pris la boîte à biscuits. Cette boîte qui avait gardé nos rêves. Je l'ai ouverte. Vide, complètement vide. Pas un billet, pas une pièce, rien. J'ai secoué la boîte la tête en bas. Il n'est tombé qu'un petit bout de papier. C'était un reçu du mont-de-piété. Alliance. Je suis retournée dans le salon. Henri était toujours là, recroquevillé, pathétique. Le compte en banque, j'ai dit en essayant de garder la voix calme. Nous avions un petit livret d'épargne à la banque. Il y avait environ 150 francs. Il reste quelque chose ? Il a secoué la tête. J'ai tout utilisé il y a 1 mois. 150 francs que j'avais économisés centime par centime en vendant de la confiture au marché. Disparu. Je me suis assise de nouveau, j'ai mis les mains sur ma tête. J'ai essayé de penser, mais je n'y arrivais pas. Tout était embrouillé. Peur, colère, désespoir, tristesse, tout ensemble, tout en même temps. 15 jours, j'ai dit, plus pour moi-même que pour lui. 15 jours pour trouver 2400 francs où cet homme vient ici et détruit notre famille. Geneviève, je ne sais pas quoi faire. J'ai tout gâché, j'ai tout détruit. Tu avais raison de me traiter de fou. Je suis fou. Je suis un idiot. Tais-toi. J'ai interrompu et ma voix est sortie froide, glaciale. Maintenant tu vas fermer ta bouche et me laisser réfléchir. Il s'est tu. J'ai fermé les yeux. 2400 francs. 15 jours. Où allais-je trouver cet argent ? Qui je connaissais qui avait cet argent ? Personne. Nous étions pauvres. Nos voisins étaient pauvres. Notre famille était pauvre. Personne que je connaissais n'avait 2400 francs de côté pour prêter comme ça du jour au lendemain. Et même s'il l'avait, pourquoi ? Pour payer une dette de jeu ? Une dette qu'Henri avait faite seul, sans me consulter, en me mentant ? Qui voudrait se mêler de cette confusion ? J'ai pensé à fuir, prendre les enfants et fuir, aller chez ma sœur dans une autre ville. Mais Josias était puissant, il avait des gens partout. Il nous trouverait, et là ce serait pire. J'ai pensé à aller à la police, mais faire quoi ? Dénoncer que mon mari devait de l'argent à un usurier ? La police ne ferait rien, elle rirait au nez ou pire, elle préviendrait Josias. Parce que tout le monde savait que la moitié des policiers de la ville recevaient de l'argent de lui. Il n'y avait pas d'issue. Nous étions coincés. Henri nous avait mis dans un piège sans issue. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé cet homme que j'avais aimé pendant 12 ans. Cet homme que j'avais choisi pour être le père de mes enfants. Cet homme qui maintenant avait mis toute notre famille en danger mortel. Tu vas arrêter de jouer. J'ai dit avec une fermeté que je ne savais même pas que j'avais en moi. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus dans cette cave. Tu vas travailler, tu vas rentrer directement à la maison et tu vas me donner chaque centime de ton salaire. Chaque centime, tu as compris ?
Il a hoché la tête rapidement. Oui, je promets. Je jure que plus jamais, Geneviève. Je jure. Et je vais me débrouiller. J'ai continué. Je ne sais pas comment encore, mais je vais me débrouiller pour trouver cet argent, parce que je ne vais pas laisser ce monstre entrer dans cette maison. Je ne vais pas le laisser toucher à un cheveu de mes enfants. Tu m'as bien entendu? Je ne vais pas le laisser. Je me suis levée de la chaise, je suis passée devant lui sans le regarder et je suis allée dans la chambre. J'ai fermé la porte à clé, je me suis allongée sur le lit et je suis restée à regarder le plafond sombre. Et là, dans cette obscurité, pendant que j'entendais Henri pleurer dans le salon, j'ai commencé à faire des plans. Des plans impossibles, des plans désespérés, mais des plans. Parce que maintenant, ce n'était plus à propos de l'argent qui avait disparu, ce n'était plus à propos de la confiance brisée, ce n'était plus à propos des mensonges. Maintenant, c'était la survie. C'était protéger mes enfants. Et j'allais le faire, même si ça devait me coûter le dernier cheveu de ma tête. J'allais sauver ma famille ou mourir en essayant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée toute la nuit allongée sur le lit, les yeux ouverts, regardant le plafond, faisant des calculs dans ma tête. 2400 francs. 15 jours. 160 francs par jour. C'était impossible, complètement impossible. Le salaire d'Henri était de 300 francs par mois. Même si je prenais son salaire entier des prochains mois, ça ne suffirait pas. Et nous devions manger, payer le loyer, survivre. Quand le soleil a commencé à se lever, je me suis levée, je me suis lavé le visage à l'eau froide, j'ai attaché mes cheveux bien serrés, j'ai mis ma robe la plus simple et je suis allée dans la cuisine. Henri avait dormi dans le salon, ou du moins il était resté là toute la nuit, parce que quand je suis passée, il était recroquevillé sur le vieux canapé, encore avec les vêtements de la veille, les yeux rouges et gonflés. Je ne lui ai rien dit. J'ai fait du café, j'ai réveillé les enfants, je leur ai donné le petit déjeuner. C'était dimanche, normalement nous allions à la messe, mais ce dimanche je n'irai pas. J'avais des choses plus importantes à faire. Je devais commencer à courir après cet argent. Après que les enfants aient fini de manger, j'ai appelé Marcel, le plus âgé. « Mon fils, tu vas rester ici à t'occuper de tes frères et sœurs aujourd'hui. Maman doit sortir pour régler des choses. »« Mais maman, c'est dimanche. Tu ne vas pas à la messe ?»« Pas aujourd'hui, mon amour. Reste ici à jouer avec eux, ne les laisse pas sortir de la maison, et si quelque chose arrive, appelle-moi chez Madame Germaine. » J'ai pris mon sac, ce vieux sac en cuir usé que j'avais depuis des années, et je suis sortie. Premier arrêt, la maison de ma sœur, Francine. Elle habitait à environ 20 minutes de marche dans un quartier un peu meilleur que le nôtre. Son mari, Gaston, était gérant d'un magasin de tissus et gagnait mieux qu'Henri. Ils n'avaient pas d'enfants, donc ils arrivaient à économiser de l'argent. Si quelqu'un pouvait m'aider, c'était eux. J'ai frappé à la porte. Francine a ouvert encore en peignoir avec un air endormi. « Geneviève, qu'est-ce que tu fais ici si tôt un dimanche ? Il faut que je te parle, c'est urgent. » Elle m'a laissé entrer, m'a offert du café, mais j'ai refusé. Je suis allée droit au but. J'ai tout raconté, vraiment tout. Les paris, les mensonges, la dette, les menaces de Josias. J'ai vu le visage de ma sœur changer au fur et à mesure que je parlais. D'abord la surprise, puis l'horreur, puis quelque chose qui ressemblait au dégoût. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a soupiré profondément et a dit « Geneviève, tu as toujours été intelligente, toujours été la raisonnable de la famille. Comment as-tu laissé ça arriver ?» Ça m'a fait mal parce que c'était vrai. Comment avais-je laissé faire? Comment n'avais-je pas remarqué avant? Je ne savais pas, Francine. Il m'a trompée pendant 8 mois. Tu aurais dû te douter. Un homme qui rentre tard tous les samedis en sentant la cigarette? C'est évident qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai avalé mes larmes. Ce n'était pas le moment de me défendre, c'était le moment de demander de l'aide. Francine, j'ai besoin d'argent emprunté. Je sais que toi et Gaston avez une réserve. Je promets que je rembourserai. Je vais travailler jour et nuit. Je ferai ce qu'il faudra, mais je rembourserai. Prête-moi juste, s'il te plaît. Elle a détourné le regard et je savais déjà la réponse avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Geneviève, je ne peux pas. C'est trop d'argent. Et même si je l'avais,
Quelle garantie ai-je que tu vas pouvoir rembourser? Et si Henri continue à jouer? Et s'il prend l'argent que tu réussiras à trouver et perd tout de nouveau? Il a promis qu'il arrêtait. Il a juré. Une promesse de joueur ne vaut rien, Geneviève. Tu le sais. Je le savais. Au fond, je le savais, mais je ne voulais pas y croire. Alors, qu'est-ce que je fais? Je laisse Josias venir chez moi? Je le laisse menacer mes enfants? Tu aurais dû y penser avant d'épouser un homme faible. C'était comme un coup de poing dans l'estomac. Un homme faible. C'est comme ça qu'elle voyait Henri. Et peut-être qu'elle avait raison. Un homme fort ne jetterait pas l'avenir de sa famille dans des paris. Un homme fort ne mentirait pas à sa femme pendant des mois. Un homme fort ne pleurerait pas recroquevillé sur le canapé pendant que sa femme courait après une solution. Je me suis levée, j'ai pris mon sac et je me suis dirigée vers la porte. Francine m'a suivie. « Geneviève, attends. Je suis désolée, vraiment, mais je ne peux pas risquer la sécurité de ma maison à cause des erreurs de ton mari. Tu comprends, non ?» Comprendre? Je comprenais, mais ça faisait mal quand même. C'était ma sœur, ma propre sœur, et elle me tournait le dos. Je suis sortie de cette maison avec le cœur encore plus serré que quand j'étais entrée. Première tentative. Échec total. Je suis allée chez Madame Apolline, une vieille dame qui vivait seule, veuve, qui avait une bonne pension de retraite de son mari, qui avait été cheminot. Elle avait toujours été gentille avec moi. Elle complimentait toujours mes confitures quand je les vendais au marché. J'ai frappé à la porte, elle m'a reçue avec son gentil sourire, m'a offert un verre de citronnade. J'ai bu, remercié, et puis j'ai raconté une version résumée. J'ai dit qu'Henri était tombé malade, qu'il avait perdu des jours de travail, que nous avions besoin d'un prêt pour payer des factures en retard. Madame Apolline m'a écouté attentivement, hochant la tête avec pitié. Quand j'ai terminé, elle a posé sa main ridée sur la mienne et a dit « Ma fille, si je pouvais t'aider, je t'aiderais, mais ma pension suffit à peine pour moi. Je prends des médicaments chers pour le cœur. Je dois payer la femme qui vient nettoyer la maison 2 fois par semaine. Il ne reste rien à la fin du mois. Si c'était 50-100 francs, je pourrais me débrouiller. Mais 2400, c'est une fortune, ma fille. » Une autre porte fermée, un autre espoir détruit. J'ai passé le dimanche entier comme ça, maison après maison, personne après personne. Voisins, connaissances, tout le monde avec la même réponse. Je n'ai pas, je ne peux pas, c'est trop d'argent, je suis désolée. Certaines personnes ont été polies, d'autres moins. Il y a eu une voisine, Madame Lourde, qui m'a dit en face « Vous qui vous mêlez à des gens malsains, maintenant débrouillez-vous pour en sortir. Je travaille trop dur pour jeter mon argent par les fenêtres en payant des dettes de jeu. » Je suis rentrée à la maison en fin d'après-midi, les mains vides et le cœur détruit. Pas un franc, pas une promesse, rien. Henri était assis à la table de la cuisine, la tête entre les mains. Les enfants jouaient dans la cour. Quand je suis entrée, il a levé les yeux vers moi, plein d'espoir. « Tu as réussi à trouver quelque chose ?» J'ai secoué la tête. J'ai vu l'espoir mourir dans ses yeux aussi. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, je me suis assise avec du papier et un crayon et j'ai commencé à faire des calculs. Si je cousais jour et nuit, combien de robes pourrais-je faire par jour? 2, peut-être 3, si je ne dormais pas. Chaque robe, je la vendais 15 francs. 3 robes par jour faisaient 45 francs par jour. En 15 jours, 675 francs. Ce n'était même pas la moitié de ce dont j'avais besoin. Et si je faisais des confitures pour vendre? Confiture de lait, noix de coco confite, gâteaux, combien pourrais-je faire? Combien pourrais-je vendre? Encore 300, 400 francs, peut-être. Il en manquait encore beaucoup, beaucoup. Et si je lavais du linge? Les patronnes payaient 5 francs par panier de linge lavé et repassé. Si je lavais 10 paniers par jour, 50 francs. En 15 jours, 750. En additionnant tout, ça faisait environ 1800 peut-être. Il en manquait encore 600. Mais attends, je ne pouvais pas faire tout ça. Il n'y avait aucun moyen de coudre 3 robes, de faire des confitures et de laver 10 paniers de linge, tout dans la même journée. Il n'y avait pas assez d'heures, pas assez d'énergie. J'étais humaine, je n'étais pas une machine. J'ai commencé à pleurer là même, avec le papier plein de calculs impossibles devant moi. C'était impossible, il n'y avait pas moyen. Nous étions perdus.
Henri est entré dans la cuisine, m'a vu pleurer et est venu s'asseoir à côté de moi. Il a essayé de mettre la main sur mon épaule, mais je me suis écartée. Je ne voulais pas de son contact. Je ne voulais pas de sa consolation. C'est lui qui avait fait ça. C'est lui qui nous avait mis dans cette situation. Il n'avait pas le droit de me consoler maintenant. Le lundi matin, je me suis levée avant le lever du soleil, j'ai fait du café, j'ai réveillé Henri, j'ai préparé sa gamelle. Il devait travailler, il fallait qu'il travaille. Nous avions besoin de chaque centime de son salaire. Quand il est parti, j'ai pris un vieux cahier et j'ai fait une liste de toutes les patronnes que je connaissais qui pourraient avoir besoin d'une couturière ou d'une blanchisseuse. J'ai laissé les enfants chez Madame Germaine. J'ai promis que j'irais les chercher avant l'heure du déjeuner et je suis partie frapper de porte en porte. Première maison, Madame Mercedes, femme du propriétaire de la pharmacie. Elle m'a reçue à la porte de derrière, l'entrée des employés. J'ai expliqué que j'avais besoin de travail supplémentaire, que je pouvais coudre, laver, repasser, nettoyer, tout ce dont elle avait besoin. Elle m'a regardé de haut en bas et a répondu « J'ai déjà Rita qui vient 2 fois par semaine. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. » J'ai essayé d'insister. J'ai dit que je pouvais demander moins, que je pouvais faire n'importe quoi. Elle a secoué la tête et a fermé la porte. Deuxième maison, Madame Carmel, qui avait 4 jeunes enfants et qui avait toujours des piles de linge à laver. Elle a réfléchi un peu et a dit « Écoute, je peux te donner environ 3 paniers de linge par semaine. Je paie 5 francs par panier. Tu peux le faire. 15 francs par semaine, 60 francs par mois. » C'était mieux que rien. J'ai accepté tout de suite. Troisième maison, Madame Ophélie, veuve riche qui vivait seule dans une grande maison. Elle m'a reçue dans le salon, chose rare, m'a même offert un petit café. J'ai raconté que j'avais besoin de travail, que je cousais très bien, que je pouvais faire des vêtements, des retouches, tout ce dont elle avait besoin. Elle a réfléchi un peu et a dit « Tu sais coudre à la machine ?»« Oui, Madame Ophélie, je coude depuis que je suis petite. J'ai de vieilles robes qui ont besoin d'être retouchées, elles sont démodées. Tu peux les moderniser, changer la coupe, ce genre de choses ? » ?»« Oui, madame. »« Parfait. Je vais te donner 6 robes à retoucher. Je paie 20 francs par robe, mais j'en ai besoin dans une semaine. Tu peux ? 120 francs. Mon cœur a bondi. C'était bien. C'était très bien. Oui, Madame Ophélie. Je peux, ne vous inquiétez pas, ce sera prêt. Je suis sortie de là avec les 6 robes emballées dans du papier craft, sentant pour la première fois depuis des jours une petite pointe d'espoir. J'ai passé le reste de la matinée à frapper à d'autres portes. J'ai obtenu 2 autres commandes de couture, une nappe brodée pour 30 francs et une robe de première communion pour 45. À la fin de la journée, j'ai fait les comptes. 210 francs garantis pour les 2 prochaines semaines. En ajoutant ce que je faisais normalement, ça faisait environ 350. J'étais encore loin, très loin. Mais c'était un début. Je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Henri déjà là. Il était rentré directement du travail, pour la première fois depuis des mois. Il était assis sur le canapé, regardant le néant. Les enfants jouaient à parterre. Quand il m'a vue, il a demandé « Tu as trouvé du travail ?» Je lui ai montré les robes, les commandes. Il a hoché la tête, mais n'a rien dit. Il ressemblait à un zombie, un fantôme, comme si son âme avait quitté son corps et qu'il ne restait que l'enveloppe vide. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, je me suis assise à la machine à coudre. C'était une vieille machine à pédales qui avait appartenu à ma mère. Le bruit était fort, ça allait réveiller tout le monde, mais je n'avais pas le choix. J'avais 1 semaine pour faire 6 robes. Je devais commencer tout de suite. Je suis restée à coudre jusqu'à 2 heures du matin. Mes yeux brûlaient, mon dos me faisait mal. Mes pieds me faisaient mal à force de pédaler sur la machine. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je n'avais pas le temps de m'arrêter. À 2h30, je me suis effondrée sur le lit et à 5h, j'étais déjà debout. J'ai fait du café, j'ai préparé le petit déjeuner pour les enfants, je les ai emmenés chez Madame Germaine. Elle commençait à me regarder bizarrement. « Geneviève, ça va ? Tu as une mine terrible. »« Ça va, Madame Germaine. C'est juste que je prends des travaux supplémentaires et c'est dur. » Elle n'a pas insisté, mais j'ai vu dans son regard qu'elle n'y croyait pas. J'ai passé la journée à laver le linge de Madame Carmel. 3 énormes paniers. Je frottais sur la pierre du baquet jusqu'à ce que mes mains soient à vif.
L'eau froide du robinet faisait mal à mes mains, mais je ne m'arrêtais pas. J'ai lavé, essoré, étendu sur la corde. Puis j'ai pris le fer à braise, ce fer lourd qu'on chauffait sur le poêle à bois, et j'ai repassé pièce par pièce. Il m'a fallu 4 heures pour tout finir. Je suis rentrée à la maison, j'ai récupéré les enfants, j'ai fait le dîner, je leur ai donné le bain, je les ai couchés, et puis je suis retournée à la machine à coudre. Encore 3 heures à coudre. Quand je suis allée me coucher, il était presque 2 heures du matin de nouveau. C'est devenu ma routine. Dormir 3 heures par nuit, me lever avant le soleil, travailler toute la journée, coudre toute la nuit, manger juste assez pour ne pas m'évanouir. Du café noir la plupart du temps, parfois un morceau de pain, rarement un vrai repas, parce que la nourriture devait être pour les enfants. Le 4e jour de cette routine, pendant que je lavais le linge au baquet, j'ai eu un vertige. Le monde a commencé à tourner. Je me suis accrochée au bord du baquet pour ne pas tomber. J'ai respiré profondément. C'est passé. J'ai continué à laver. Le 6e jour, je me suis évanouie. Ce n'était que quelques secondes. J'étais en train de repasser, et soudain, j'étais par terre. Le fer était tombé près de moi, brûlant le sol en bois. Je me suis relevée rapidement, j'ai éteint le fer, j'ai nettoyé le sol. Personne n'avait vu. Les enfants jouaient dans la cour. Henri venait de rentrer du travail et était dans la salle de bain. Je ne pouvais pas m'évanouir. Je n'avais pas le temps pour la faiblesse. Je n'avais pas le temps pour la maladie. Je devais continuer. Henri était... Je ne sais même pas comment décrire. Il était là, mais c'était comme s'il n'était pas là. Il allait travailler, rentrait, s'asseyait sur le canapé, restait à regarder le néant. Il parlait à peine aux enfants, me parlait à peine, mangeait peu, dormait peu. C'était comme s'il mourait de l'intérieur. J'aurais dû ressentir de la pitié, mais je n'en ressentais pas. Je ressentais de la colère. Colère qu'il nous ait mis dans cette situation. Colère qu'il soit là à se lamenter pendant que je me tuais au travail. Colère qu'il ait été faible, qu'il ait menti, qu'il ait détruit notre famille. 1 semaine s'est écoulée. 7 jours sur les 15. J'avais réussi à obtenir 280 francs. J'avais livré les robes de Madame Ophélie, elle avait adoré, m'avait payé correctement et m'avait même donné 3 autres robes à retoucher. J'avais fini la nappe brodée et la robe de première communion. J'avais lavé et repassé 5 paniers de linge. 280 francs. Il en manquait 2120. Je commençais à paniquer. Même si je me tuais au travail, même si je ne dormais pas du tout, même si je travaillais 24 heures par jour, ça ne suffirait pas. Ça ne suffirait pas. C'est là que j'ai eu une idée. Une idée terrible, une idée que j'avais juré de ne jamais considérer. Mais le désespoir nous fait penser à des choses impossibles. Madame Isabelle, la riche patronne qui habitait dans le quartier haut de la ville, elle achetait toujours mes confitures au marché, elle avait toujours été polie avec moi, elle m'avait toujours bien traité. Et elle avait de l'argent, beaucoup d'argent. Son mari était avocat, l'un des plus importants de la ville. Si je lui demandais un prêt, si je lui expliquais la situation, est-ce qu'elle me le prêterait? Est-ce qu'elle aurait pitié de moi? Mais comment allais-je expliquer? Comment allais-je regarder cette femme et dire que mon mari avait jeté notre avenir dans des combats de coqs, que nous devions de l'argent à un usurier dangereux, que mes enfants étaient menacés? L'humiliation allait être énorme. Mais que pouvais-je faire d'autre? Je devais essayer. Je devais épuiser toutes les possibilités. Le 8e jour, j'ai mis ma robe la moins usée, j'ai peigné mes cheveux avec soin, j'ai essayé de cacher les cernes avec un peu de poudre de riz et je suis allée chez Madame Isabelle. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser dans ma poitrine. J'ai frappé à la porte. Une employée a ouvert. J'ai demandé si je pouvais parler à Madame Isabelle. L'employée m'a regardée de haut en bas, un peu méfiante, mais est allée l'appeler. Madame Isabelle est apparue à la porte avec une belle robe, les cheveux coiffés, un collier de perles au cou. Elle a souri quand elle m'a vue. « Geneviève, quelle surprise! Entre, entre !» Elle m'a emmenée dans un petit salon. Elle m'a offert du café, des biscuits. J'ai accepté parce que mon estomac était vide. J'ai commencé à parler de banalités. J'ai demandé comment elle allait, comment allait la famille. Elle a répondu à tout avec cette manière polie qu'elle avait. Et puis, j'ai respiré profondément et j'ai raconté. J'ai tout raconté.
Je n'ai pas menti. Je n'ai rien omis. J'ai parlé de la dette, des paris, des menaces. J'ai vu son visage changer au fur et à mesure que je parlais. Le sourire poli a disparu, remplacé par quelque chose qui ressemblait au dégoût, à la pitié, au dédain, je ne sais pas. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse longtemps, puis a soupiré et a dit « Geneviève, je suis désolée de ce que tu vis, vraiment, mais c'est une situation très délicate, très compliquée. Je ne peux pas simplement prêter une somme aussi importante pour payer une dette de jeu. Tu comprends, non? Et si ton mari continue à jouer? Et s'il prend l'argent et perd de nouveau? Je ne peux pas risquer mon argent comme ça. » C'était la même chose que ma sœur avait dit, que tout le monde avait dit. Personne ne faisait confiance, personne ne voulait aider. Et je ne pouvais même pas les blâmer. Si j'étais à leur place, je ferais probablement la même chose. « S'il vous plaît », j'ai supplié. Et je ne me suis pas soucié de supplier. Ma fierté était partie depuis longtemps. « S'il vous plaît, Madame Isabelle, mes enfants. Cet homme a menacé mes enfants. Je vais rembourser chaque centime. Je travaillerai autant qu'il le faudra, mais aidez-moi, s'il vous plaît. » J'ai vu quelque chose passer dans ses yeux. Pendant une seconde, juste une seconde, j'ai pensé qu'elle allait dire oui. Mais elle a secoué la tête. « Je ne peux pas, Geneviève. Je ne peux vraiment pas. Mais je peux te donner plus de travail. Je peux te donner du linge à laver, de la couture à faire. Je peux t'aider comme ça. Et je peux te payer à l'avance, si tu veux. Mais prêter toute cette somme, je ne peux pas. Du travail. » Elle pouvait me donner du travail, plus de travail que j'arriverais à peine à faire parce que je travaillais déjà 20 heures par jour. Mais c'était mieux que rien. Je devais accepter. Je suis sortie de là avec 5 paniers de linge à laver et 4 robes à coudre. Elle m'a payé à l'avance 110 francs. J'ai remercié, j'ai retenu mes larmes et je suis partie. 390 francs. Il en manquait 2010. Il restait 7 jours. 7 jours, une semaine, 168 heures, 10 080 minutes. C'était tout ce qui me restait pour trouver 2010 francs. 2010 francs qui semblaient 2 millions, qui semblaient impossibles, qui semblaient la fin du monde. Je suis rentrée à la maison cet après-midi-là, en portant les 5 paniers de linge et les 4 robes de Madame Isabelle. Mes bras me faisaient tellement mal que j'arrivais à peine à tout tenir. J'ai tout posé par terre dans le salon et j'ai regardé autour de moi. Notre petite maison simple, nos vieux meubles, nos humbles possessions. Y avait-il quelque chose ici que je pourrais vendre? J'ai commencé à marcher dans la maison, ouvrant les tiroirs, regardant dans l'armoire, cherchant n'importe quoi qui aurait de la valeur. La machine à coudre? Non, sans elle, je ne pouvais pas travailler. Les casseroles? Non, nous devions manger. Les assiettes? Non. Les vêtements des enfants? Jamais. Mes vêtements étaient déjà si vieux et usés que personne ne paierait rien pour eux. Qu'avais-je? Qu'avions-nous qui valait quelque chose? Rien, absolument rien. Henri avait déjà vendu tout ce qui valait quelque chose, l'alliance, la montre, les outils. Il ne restait rien. Je me suis assise par terre dans le salon et j'ai regardé ces paniers de linge, ces robes. Plus de travail, toujours plus de travail. Et ce n'était jamais suffisant. Ça n'arrivait jamais près d'être suffisant. Les enfants sont entrés en courant, revenant de chez Madame Germaine. André, le plus petit, a couru et a sauté sur mes genoux. « Maman, maman, on a joué à cache-cache aujourd'hui et j'ai gagné !» J'ai serré mon fils dans mes bras, j'ai senti son odeur, cette odeur d'enfant qui a joué toute la journée. J'ai embrassé sa petite tête. Comment allais-je laisser ce monstre menacer mes bébés? Comment? C'est bien, mon amour, tu es très malin. Marcel est venu derrière, plus sérieux. Il trouvait ça bizarre. Je l'ai vu dans son regard. Il était enfant, mais il était intelligent. Il remarquait que quelque chose n'allait vraiment pas. « Maman, pourquoi tu travailles autant ?»« C'est pour mettre un peu d'argent de côté, mon fils, pour qu'on puisse acheter de bonnes choses pour vous. » Il m'a regardé avec ses grands yeux, doutant, mais n'a pas insisté. Dieu merci, il n'a pas insisté. Parce que s'il avait insisté, je ne sais pas si j'aurais pu retenir mes larmes. J'ai fait un dîner rapide. Du riz, des haricots et un œuf au plat, c'était ce qu'il y avait. J'ai fait manger les enfants.
Henri est rentré du travail, s'est assis à table, mais a à peine touché à la nourriture. Il empirait chaque jour, plus maigre, plus abattu, plus absent. C'était comme voir quelqu'un mourir lentement devant vous. Après le dîner, j'ai donné le bain aux enfants, je les ai couchés, et puis je suis allé au baquet. 5 paniers de linge à laver. J'ai allumé la lampe à pétrole parce qu'il faisait déjà nuit. L'eau du robinet était glacée. C'était l'hiver, septembre. Les nuits étaient froides, mais je ne pouvais pas attendre que le soleil se lève. Je n'avais pas le temps. J'ai frotté, essoré, rincé une pièce après l'autre. Mes mains étaient à vif. J'avais des plaies entre les doigts à force de frotter le linge sur la pierre. Ça faisait mal chaque fois que je plongeais mes mains dans l'eau, mais je continuais. Je devais continuer. J'ai fini de laver vers minuit. J'ai tout étendu sur la corde, même en sachant que ça ne sécherait pas d'ici le matin parce que la nuit était humide. Mais au moins c'était lavé. Je suis entrée dans la maison. Henri était assis dans le noir, dans le salon. Il n'avait même pas allumé la petite lampe. Il restait juste là, dans le noir, regardant le néant. Je suis passée directement devant lui, je suis allée dans la chambre, je me suis assise à la machine à coudre. 4 robes à retoucher. J'ai commencé à découdre la première. Mes yeux brûlaient de sommeil, ma vue était floue, mais je devais le faire, je devais finir. J'ai cousu jusqu'à 3 heures du matin. J'ai réussi à finir une robe et demie. Je me suis effondrée sur le lit sans même enlever mes vêtements. J'ai dormi 2 heures. À 5 heures, j'étais déjà debout. C'est ainsi que se sont passés le 8e jour, le 9e et le 10e. Le 10e jour, j'étais en train de repasser du linge quand Madame Germaine est apparue à ma porte. Elle avait l'air inquiet. « Geneviève, il faut que je te parle. » J'ai laissé le fer de côté et je l'ai invitée à entrer. Elle s'est assise sur la chaise de la cuisine et m'a regardée avec ce regard de quelqu'un qui va dire quelque chose de difficile. « Geneviève, qu'est-ce qui se passe ? Tu as une mine horrible. Tu as perdu du poids. Tu as des cernes jusqu'au menton, les mains toutes abîmées. Et Henri est encore pire. Il ressemble à un mort vivant. » Les enfants commencent à me demander si leur mère est malade. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas pu tenir. J'ai fondu en larmes devant elle. J'ai tellement pleuré que je n'arrivais même pas à parler correctement. Elle m'a prise dans ses bras, m'a caressé les cheveux, comme si j'étais une enfant. Quand j'ai réussi à me contrôler un peu, j'ai raconté. J'ai tout raconté. Elle a écouté en silence, et quand j'ai terminé, elle a soupiré profondément. « Mon Dieu du ciel, Geneviève, pourquoi tu ne m'as pas dit avant ? Qu'est-ce que tu aurais pu faire ? Tu n'as pas cet argent non plus. Je n'ai pas, c'est vrai, mais j'aurais pu t'aider d'autres façons. Écoute, je vais garder les enfants toute la journée à partir de maintenant. Tu n'as même pas besoin de me payer. Tu travailles, tu fais ce que tu dois faire, et je m'occupe d'eux. Au moins ça, je peux le faire. » Ça m'a un peu soulagée. Au moins, je n'avais plus besoin de m'inquiéter d'aller chercher et ramener les enfants tout le temps. Je pouvais me concentrer seulement sur le travail. Et autre chose, elle a continué. Je vais passer le mot dans le quartier que tu prends du travail de couture et de blanchisserie. Je vais parler à tout le monde que je connais. Qui sait, peut-être qu'il y aura plus de travail. J'ai remercié du fond du cœur. C'était peu, mais c'était quelque chose. C'était quelqu'un qui m'aidait, sans me juger, sans me tourner le dos. Et effectivement, plus de travail est apparu. Madame Eulalie m'a appelé pour laver 3 paniers de linge. Madame Bénédicte m'a donné 2 robes à réparer. Monsieur Manuel de l'épicerie m'a commandé une nappe brodée pour offrir à sa femme. Chaque travail qui apparaissait était un soulagement momentané. Un peu plus d'argent qui entrait, mais c'était aussi plus de charges, plus d'heures de travail, moins de sommeil, plus de douleur. Le 11e jour, je me suis réveillée et je n'ai pas pu me lever du lit. Mon corps ne m'obéissait tout simplement plus. Les jambes n'avaient plus de force, les bras ne bougeaient pas bien. Je suis restée là, allongée, regardant le plafond, et j'ai pensé « c'est fini. Mon corps abandonne, il ne supporte plus. » Mais là, j'ai entendu. J'ai entendu André parler dans la pièce à côté. « Grande sœur, tu penses que maman est malade ?» Et Élise a répondu « Je ne sais pas, mais elle est très fatiguée. On doit être sage et ne pas faire de bêtises pour ne pas la fatiguer encore plus. »
Mes enfants, mes bébés inquiets pour moi, essayant d'être sages, pour ne pas me donner plus de travail. Et ce monstre de Josias les avait menacés. Il avait dit qu'il viendrait après eux si nous ne payions pas. J'ai forcé mon corps à se lever. J'ai forcé mes jambes à me soutenir. J'ai forcé mes bras à bouger. Je me suis levée, je me suis lavé le visage, j'ai attaché mes cheveux, j'ai mis mes vêtements, je suis allée dans la cuisine, j'ai fait du café, j'ai préparé le petit déjeuner. Je ne pouvais pas abandonner. Je n'avais pas le droit d'abandonner. Mes enfants dépendèrent de moi. J'ai passé toute cette journée à laver du linge et à coudre. Je n'ai même pas vraiment déjeuné. J'ai mangé un demi-pain avec du café. J'ai continué à travailler. Mes mains saignaient. J'avais des ampoules qui avaient éclaté et étaient devenues des plaies. Chaque mouvement faisait mal, mais je continuais. Le 12e jour, Henri m'a finalement parlé. Il était assis à table, touchant à peine à sa nourriture, quand soudain il a levé les yeux et a dit « Geneviève, combien on a déjà ?» Je suis allée dans la chambre, j'ai pris la boîte où je gardais l'argent que je réussissais à rassembler. J'ai compté 740 francs. Il a fait le calcul dans sa tête. Il manquait 1660. Il restait 3 jours. « Ça ne va pas suffire, » il a murmuré. « Ça ne va pas suffire. »« Ça va suffire. » J'ai répondu même en sachant que c'était un mensonge. « Je vais réussir. Je vais y arriver. »« Geneviève ?» Il a commencé, et j'ai vu des larmes couler sur son visage. « Quand Josias viendra ici, quand il viendra, prends les enfants et fuis. Va chez ta sœur. Laisse-le faire ce qu'il veut de moi. Mais toi et les enfants, fuyez. Personne ne va fuir, et il ne viendra pas ici parce que je vais trouver l'argent. » Mais je lui mentais, et je me mentais à moi-même. Je savais que je n'y arriverais pas. C'était mathématiquement impossible. Même si je travaillais 24 heures par jour, même si je ne dormais pas une seule minute, ça ne suffirait pas. Il n'y avait pas moyen. Mais je devais essayer. Je devais faire le maximum que je pouvais, même si c'était inutile, même si c'était impossible. Le 13e jour, j'ai eu une idée désespérée, une idée qui me faisait honte rien que d'y penser, mais qui était la seule chose qui me restait. Emprunter de l'argent à un autre usurier. Utiliser une dette pour payer une dette. Je savais que c'était de la folie. Je savais que ça ne ferait que retarder le problème, pas le résoudre. Mais ça gagnerait du temps. Peut-être qu'avec plus de temps, je réussirais à rassembler l'argent pour rembourser. J'ai demandé à Madame Germaine si elle connaissait un autre usurier en plus de Josias. Elle m'a regardée, effrayée. « Geneviève, tu es devenue folle? Tu veux t'enfoncer dans un trou encore plus profond? Je n'ai pas le choix. Il reste 2 jours, et je n'ai que 800 francs. Qu'est-ce que je fais, Madame Germaine? Qu'est-ce que je fais? » Elle a réfléchi, se mordant la lèvre, clairement déchirée entre m'aider et me protéger de moi-même. Finalement, elle a soupiré. « Il y a Chico le Noir. Il prête de l'argent aussi, mais il est encore pire que Josias. Les intérêts sont plus élevés et il est plus violent. Beaucoup plus violent. Où je le trouve? Geneviève. Où? Elle m'a donné l'adresse. Un bistrot dans le quartier le plus pauvre de la ville, près des rails du train. Un endroit dangereux, surtout pour une femme seule. Cet après-midi-là, j'ai mis mes vêtements les moins usés, j'ai attaché mes cheveux et je suis partie. Mon cœur battait de manière désordonnée. J'avais peur, très peur, mais le désespoir était plus fort que la peur. Je suis arrivée au bistrot. C'était un endroit sale, sombre, qui puait l'alcool et la cigarette. Il y avait des hommes qui buvaient au comptoir. Quand je suis entrée, tous se sont arrêtés et m'ont regardée. J'ai senti le poids de ces regards. Des regards qui me déshabillaient, qui me jugeaient, qui me faisaient me sentir sale. J'ai demandé Chico le Noir. Un des hommes a pointé vers le fond. J'ai traversé la salle avec les jambes flageolantes. Là, au fond, assis à une petite table, il était là. Un homme énorme, noir, avec une cicatrice sur le visage, des bras épais couverts de tatouages. Je me suis approchée. Il a levé les yeux vers moi. « Qu'est-ce que tu veux ?»« J'ai besoin d'argent emprunté. » Il a éclaté de rire. Un rire qui m'a donné des frissons. « Toi, une femme au foyer? Combien ?»« 1600 francs. » Il a arrêté de rire.
Il m'a regardé sérieusement. « C'est beaucoup d'argent. Pourquoi tu veux tant d'argent ?»« Pour payer une dette de mon mari. » Il a hoché la tête, se remettant à rire. « Laisse-moi voir si j'ai bien compris. Ton mari doit à quelqu'un et tu veux emprunter chez moi pour payer ? Tu sais que je vais prendre 40% d'intérêt par mois, hein ? Tu sais que ça va devenir plus de 2000 en un mois ? » Je savais. Bien sûr que je savais. Mais que pouvais-je faire d'autre ? Je sais, mais j'ai besoin de temps. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Il m'a regardé de haut en bas, lentement, effrontément, et puis a souri. Un sourire qui m'a donné la nausée. « T'es pas mal, un peu fatigué, mais tu peux encore servir. Je prête l'argent, mais tu vas payer d'une autre façon aussi. » J'ai compris ce qu'il suggérait. J'ai senti mon estomac se retourner. J'ai eu envie de vomir là même. Non, ma voix tremblait. Juste l'argent. Je paie en travaillant. Je travaille pour toi. Je nettoie, je cuisine, je lave, ce que tu veux. Mais pas ça, pas ça. Il a haussé les épaules. Alors il n'y a pas d'argent. Simple comme ça. Je suis sortie de ce bistrot en courant, courant comme si le diable me poursuivait. Je suis rentrée à la maison, j'ai fermé la porte à clé et je me suis effondrée sur le sol de la cuisine, pleurant, pleurant de désespoir, d'humiliation, de défaite. Il n'y avait plus nulle part où courir. Il n'y avait plus rien à faire. Il n'y avait plus d'issue. Nous étions finis. Henri était dans la chambre. Je l'ai entendu pleurer aussi. Tous les deux pleurant dans différents coins de la même maison détruite. Les enfants étaient encore chez Madame Germaine, Dieu merci. Ils n'avaient pas besoin de voir leur mère et leur père comme ça. Ils n'avaient pas besoin de sentir le poids de cette tragédie qui s'était abattue sur notre famille. Je suis restée là par terre, je ne sais pas combien de temps, jusqu'à ce que j'entende des coups à la porte. Des coups forts, violents. Mon cœur s'est arrêté. C'était lui, Josias. Il était venu avant le délai. Il était venu nous détruire. Je me suis levée en tremblant. Henri est sorti de la chambre, pâle comme un fantôme. On s'est regardé. C'était la fin. C'était le moment que nous redoutions tant. Les coups ont continué, plus forts, plus insistants. J'ai respiré profondément, j'ai arrangé mes cheveux, j'ai essuyé les larmes de mon visage. Si ça devait finir, que ça finisse. Mais j'allais affronter la tête haute. Je n'allais pas m'abaisser, je n'allais pas supplier. J'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir, absolument tout. J'ai ouvert la porte. Quand j'ai ouvert cette porte, préparée à voir les hommes de main de Josias, préparée à voir la fin de ma famille, ce que j'ai vu, c'était Madame Isabelle, cette riche patronne qui m'avait reçue chez elle, qui m'avait donné du travail mais qui avait refusé le prêt. Elle était là à ma porte avec un sac à la main et un regard que je n'arrivais pas à déchiffrer. « Madame Isabelle ?» j'ai réussi à dire, confuse. « Geneviève, je peux entrer ?» J'ai ouvert la porte, je l'ai laissé entrer. Henri était debout au milieu du salon, ressemblant à un fantôme. Elle l'a regardé, puis m'a regardé et s'est assise sur notre vieille chaise sans attendre d'invitation. « Geneviève, je n'ai pas arrêté de penser à ta situation depuis que tu es venue chez moi. J'ai perdu le sommeil en pensant à toi, à tes enfants. J'ai parlé avec mon mari de ton cas. Il est avocat, comme tu sais, et il m'a dit quelque chose que je ne savais pas. Mon cœur battait à toute vitesse. Je ne comprenais pas où elle voulait en venir. Josias est un criminel. Ce qu'il fait est illégal. L'usure est un crime, et les menaces qu'il a faites contre ta famille sont aussi un crime. Mon mari dit que tu peux le dénoncer, que tu n'as pas besoin de payer cette dette. Henri et moi nous sommes regardés. Dénoncer, aller à la police, est-ce que ça ferait arrêter Josias ou est-ce que ça empirerait tout ? Madame Isabelle, j'ai dit, ma voix tremblante. La police ne fera rien, la moitié des policiers de la ville travaillant pour lui. Si je le dénonce, il le saura, et là oui, il viendra nous détruire. Elle a secoué la tête. Non, pas la police d'ici. La police nationale. Mon mari a des contacts dans la capitale. Il peut faire en sorte que la dénonciation arrive aux bonnes mains, aux mains de gens qui vont vraiment enquêter, qui vont arrêter Josias. Ça semblait trop beau pour être vrai. Ça semblait impossible. Mais en même temps, c'était une lumière, une toute petite lumière au bout de ce tunnel sombre. « Mais ça prend du temps », j'ai dit.
Le délai est dans 2 jours. Il n'attendra pas une enquête, il n'attendra rien. Il viendra ici. Je sais, elle a répondu. C'est pour ça que j'ai apporté ça. Elle a ouvert le sac et en a sorti une enveloppe épaisse. Elle l'a posée sur la table. Il y a 1800 francs là-dedans. Je suis restée à regarder cette enveloppe comme si c'était une apparition. 1800 francs. Presque tout ce dont nous avions besoin. Mais vous avez dit que vous ne pouviez pas prêter. Ce n'est pas un prêt, elle a interrompu. C'est un paiement anticipé. Tu vas travailler pour moi pendant les 2 prochaines années. Tu vas coudre, tu vas laver, tu vas repasser, tu vas faire tout ce dont j'aurai besoin. J'ai calculé ce que représenteraient 2 années de travail en déduisant ce que tu as déjà fait. Ça fait ça? Tu acceptes? 2 ans. 2 ans à travailler pour elle. C'était beaucoup, c'était lourd, mais c'était le salut. J'accepte, j'ai dit sans réfléchir à 2 fois. J'accepte, oui, madame. Elle a souri, ce gentil sourire qu'elle avait. Parfait. Et autre chose, mon mari va déposer plainte contre Josias dès demain. Si tout se passe bien, dans quelques semaines, il sera en prison. Tu n'auras plus jamais besoin d'avoir peur de lui. Ça semblait un rêve. Ça semblait impossible que ça arrive. Après 2 semaines de désespoir, de travail jusqu'à l'épuisement, de portes fermées au nez, finalement quelqu'un me tendait la main. Finalement, il y avait de l'espoir. Elle s'est levée, a lissé sa robe et m'a regardée avec ses yeux bienveillants. Une dernière chose, Geneviève. Ton mari a besoin d'aide. Le jeu est une maladie, c'est une dépendance. Il y a un groupe à l'église catholique de la place centrale tous les mercredis à 19h. C'est un groupe pour les personnes avec des dépendances. Il doit y aller, il doit se soigner, sinon ça va recommencer. J'ai regardé Henri. Il avait la tête baissée, honteux, mais il a hoché légèrement la tête. Il irait. Il devait y aller. Quand Madame Isabelle est partie, Henri et moi sommes restés là, regardant cette enveloppe sur la table. 1800 francs. En ajoutant les 800 que j'avais réussi à rassembler, ça faisait 2600. C'était plus que ce que nous devions. C'était notre salut. Mais ce n'était pas seulement l'argent. C'était le fait que quelqu'un avait cru en moi. Quelqu'un avait vu mon désespoir, ma lutte, et avait décidé de m'aider. Pas par pitié, mais parce qu'elle avait vu que j'étais travailleuse, que j'étais honnête, que je méritais une chance. Cette nuit-là, après si longtemps, j'ai dormi. J'ai vraiment dormi, un sommeil lourd, profond, de ceux où on se réveille le lendemain et on ne sait même pas quelle heure il est. Quand je me suis réveillée, il était presque midi. Les enfants étaient chez Madame Germaine. Henri était parti travailler. Je me suis levée, je me suis lavé le visage, je me suis regardée dans le miroir. J'étais méconnaissable. J'avais tellement perdu de poids que mon visage était creusé. Les cernes étaient profonds, violets. J'avais des rides qui n'étaient pas là avant. J'avais vieilli de 10 ans en 2 semaines. Mais j'étais vivante. Ma famille était sauvée. Et c'était ce qui comptait. Le lendemain, samedi, Henri et moi sommes allés ensemble à l'entrepôt où Josias se trouvait. Mon cœur était dans ma bouche. Même avec l'argent dans mon sac, j'avais peur. Peur qu'il n'accepte pas, peur qu'il veuille plus, peur qu'il nous fasse quelque chose là même. L'endroit était horrible. Un vieux hangar, sombre, avec une odeur de moisissure et de cigarettes. Il y avait 2 grands hommes à l'entrée, les bras croisés, nous regardant avec méfiance. Henri a dit que nous voulions parler à Josias. Ils nous ont fouillés avec ses mains grossières, me touchant d'une façon qui m'a fait me sentir sale. Mais j'ai supporté. J'étais là pour mes enfants. Josias était assis sur une chaise au fond du hangar, fumant un gros cigare. C'était un homme petit, gros, avec les cheveux noirs tirés en arrière, avec de la brillantine. Il portait un costume cher, incongru dans cet endroit sale. Quand il nous a vus, il a souri, un sourire qui n'avait rien d'amical. « Henri, je venais justement te chercher aujourd'hui. Tu as apporté mon argent ?» Henri tremblait à côté de moi. J'ai fait un pas en avant. Je l'ai apporté, c'est tout là. J'ai sorti l'argent de mon sac, les 2400 francs. J'ai compté billet par billet sur la table sale devant lui. Il comptait avec moi avec ses gros doigts, couverts de bagues en or. Quand il a fini de compter, il m'a regardé.
C'est bon, mais laisse-moi te donner un conseil, jolie dame. Si ton mari vient me redemander de l'argent, je ne prête pas. Et s'il vient, tu le sauras, parce que la prochaine fois, les intérêts seront le double et le délai la moitié. Tu as bien compris ? J'ai compris. Mais il ne reviendra plus jamais. Il a haussé les épaules, a rangé l'argent dans un tiroir et nous a congédiés d'un geste de la main. Nous sommes sortis de cet endroit presque en courant. Ce n'est que quand j'étais de nouveau dans la rue, avec le soleil sur mon visage, que j'ai pu respirer correctement. C'était fini. La dette était payée. La menace était passée. Nous étions libres. Henri est tombé à genoux là même dans la rue et a commencé à pleurer. Pleurer de soulagement, de honte, de tout ensemble. Les gens passaient et regardaient, mais je m'en fichais. J'ai posé la main sur son épaule. « Lève-toi, rentrons à la maison, on va recommencer. » Dans les mois qui ont suivi, la vie a été difficile, très difficile. Je travaillais pour Madame Isabelle presque tous les jours. Je cousais, je lavais, je repassais, je nettoyais. Je rentrais à la maison épuisée, mais c'était différent maintenant. C'était la fatigue d'un travail honnête. C'était une fatigue avec un but, ce n'était pas du désespoir. Henri a commencé à fréquenter les réunions à l'église. Tous les mercredis, religieusement, il y allait. Au début, c'était difficile. Il rentrait à la maison après les réunions, silencieux, tête baissée, luttant clairement avec ses démons intérieurs. Mais petit à petit, semaine après semaine, je l'ai vu s'améliorer. J'ai vu la vie revenir dans ses yeux. Je l'ai vu recommencer à sourire, à jouer avec les enfants, à m'embrasser avec tendresse. Un jour, environ 3 mois après toute cette histoire, il est rentré à la maison et m'a dit « Geneviève, je veux que tu saches quelque chose. Je ne jouerai plus jamais, et je vais passer le reste de ma vie à compenser ce que j'ai fait à toi, à nos enfants. Tu m'entends ? Le reste de ma vie. » Et il a tenu parole. Il a vraiment tenu parole. Pendant les 54 années suivantes que nous avons eues ensemble, jusqu'au jour où Dieu l'a rappelé en 2022, il n'a plus jamais parié un centime sur rien. Il ne m'a plus jamais menti, il n'a plus jamais disparu. Il est devenu l'homme que j'avais épousé, ou mieux, il est devenu un homme encore meilleur, parce que maintenant, il connaissait la valeur de ce qu'il avait. Il savait ce qu'il avait failli perdre. Quant à Josias, le mari de Madame Isabelle a vraiment déposé plainte. Ça a pris environ 5 mois, mais la police nationale est venue, a enquêté, a rassemblé des preuves. Un jour, nous nous sommes réveillés et la nouvelle était dans le journal. Josias avait été arrêté, lui et 3 de ses hommes de main. Ils avaient trouvé des armes illégales dans l'entrepôt, des faux documents, de l'argent sans provenance. Il a été condamné à 12 ans de prison. Toute la communauté a respiré soulagée. Combien de familles cet homme avait-il détruites? Combien de vies avait-il ruinées? Et maintenant, il était en prison, payant pour ce qu'il avait fait. J'ai travaillé pour Madame Isabelle pendant les 2 années que j'avais promises. J'ai travaillé dur, avec dévouement, avec gratitude. Elle a toujours été juste avec moi, toujours respectueuse, toujours gentille. Quand les 2 ans se sont terminés, elle m'a appelé chez elle et m'a dit « Geneviève, tu es la meilleure employée que j'ai jamais eue. Honnête, travailleuse, soigneuse. J'aimerais que tu continues à travailler pour moi, pas comme paiement d'une dette, mais comme employée pour de vrai, avec un salaire fixe tous les mois. Qu'en penses-tu » J'ai accepté. Bien sûr que j'ai accepté. J'ai travaillé pour elle pendant encore 8 ans, jusqu'à ce qu'elle et son mari déménagent dans la capitale. Pendant ces années, j'ai réussi à économiser de l'argent pour de vrai. Henri avait aussi obtenu une promotion à l'usine, il gagnait mieux. Nous avons économisé, épargné, gardé chaque centime. Et vous savez ce que nous avons fait? Nous avons acheté notre maison. Notre propre maison. Petite, simple, mais la nôtre. En 1975, 7 ans après cette tragédie, nous avons finalement réalisé le rêve qui avait été détruit par les paris d'Henri. Quand nous sommes entrés dans cette maison pour la première fois en tant que propriétaire, j'ai pleuré. J'ai pleuré en me souvenant de tout ce que nous avions traversé, de combien ça avait été difficile, de comment j'avais lutté, de comment nous avions survécu. Les enfants ont grandi. Marcel est devenu comptable. Élise est devenue institutrice. André est devenu mécanicien.
Tous les trois ont construit leur vie, leur famille. Ils m'ont donné des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Une belle famille, grande, unie. Et vous savez ce qui est drôle? Aucun d'eux ne connaît cette histoire. Henri et moi avons décidé de ne jamais la raconter. C'était un chapitre trop douloureux. C'était une honte que nous avons portée seuls, sans la partager avec eux. Peut-être que nous aurions dû leur raconter. Peut-être qu'ils auraient pu apprendre de nos erreurs. Mais à l'époque, nous avons pensé que c'était mieux comme ça, laisser ça enterré dans le passé. Mais maintenant, à 92 ans, avec Henri reposant déjà depuis 3 ans, j'ai décidé qu'il était temps de raconter. Parce que cette histoire n'est pas seulement sur la douleur, ce n'est pas seulement sur l'erreur, ce n'est pas seulement sur la tragédie. Cette histoire parle de dépassement de soi, de force, de ne jamais abandonner, même quand tout semble perdu. Ces 2 semaines en 1968 ont été les pires de ma vie. J'ai travaillé jusqu'à ce que mon corps crie « grâce ». J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. J'ai eu peur comme jamais auparavant. J'ai pensé que tout était fini. J'ai pensé que j'allais tout perdre. Mais je n'ai pas perdu. Parce que je ne l'ai pas laissé faire. Parce que j'ai lutté. Parce que je suis allé de l'avant. Parce que je n'ai pas accepté la défaite. Et parce qu'au moment le plus sombre, quand je n'avais plus de force, quelqu'un est apparu qui a tendu la main. Madame Isabelle, que Dieu l'ait en sa garde, a été un ange dans ma vie. Un ange qui m'a sauvée quand j'en avais le plus besoin. Cette histoire m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a appris qu'on ne sait jamais de quoi on est capable jusqu'à ce qu'on soit testé. Elle m'a appris que l'amour pour la famille peut nous donner des forces qu'on n'imaginait pas avoir. Elle m'a appris que ça vaut toujours la peine de lutter, même quand les chances sont minimes. Et elle m'a appris que parfois l'aide vient de là où on l'attend le moins. Si vous traversez une difficulté maintenant, si vous pensez qu'il n'y a pas d'issue, si vous pensez à abandonner, je veux que vous sachiez, n'abandonnez pas. Luttez encore un jour, encore une heure, encore une minute, parce qu'on ne sait jamais quand la solution va apparaître. On ne sait jamais quand le soleil va se lever à nouveau. Ce samedi où le gardien m'a dit « La vérité a été le pire jour de ma vie », mais ça a aussi été le jour qui a commencé ma transformation. C'est le jour où j'ai découvert que j'étais plus forte que je ne l'avais jamais imaginé. C'est le jour où j'ai cessé d'être simplement Geneviève, femme au foyer, et où je suis devenue Geneviève la guerrière. La Geneviève qui ne se rend pas. La Geneviève qui protège sa famille avant tout. Henri s'est trompé. Il s'est gravement trompé. Il a failli tout détruire. Mais il a reconnu son erreur, il s'est vraiment repenti, il a vraiment changé et il a passé le reste de sa vie à compenser. Et je lui ai pardonné. Ce n'était pas facile, ce n'était pas rapide, mais je lui ai pardonné parce que j'ai réalisé que garder de la rancune allait me détruire de l'intérieur, allait empoisonner mon âme. Et je n'allais pas laisser cette mauvaise histoire me voler quoi que ce soit de plus. Elle avait déjà trop volé. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière vers ces jours terribles de septembre 1968, je vois une femme que je reconnais à peine. Une femme désespérée, effrayée, épuisée. Mais je vois aussi une guerrière, une survivante, une gagnante. Et c'est ce que je suis. C'est ce que j'ai toujours été. J'ai juste eu besoin de cette tempête pour le découvrir. Alors, mon cher, ma chère, qui que vous soyez en train de m'écouter maintenant, vous êtes aussi plus fort que vous ne l'imaginez. Vous avez aussi en vous une force qui n'apparaît que quand il le faut. Et quand la tempête viendra dans votre vie, parce qu'elle viendra tôt ou tard, vous allez découvrir ça. Vous allez être surpris par votre propre courage, par votre propre résistance, par votre propre capacité à surmonter. La vie m'a fait tomber de nombreuses fois, mais je me suis toujours relevé. J'ai toujours secoué la poussière. J'ai toujours continué à marcher. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, à 92 ans, en bonne santé, avec ma famille, avec une histoire à raconter. Ce n'était pas facile. Ça ne l'est jamais. Mais ça en valait la peine. Chaque larme, chaque nuit sans dormir, chaque moment de désespoir. Ça en valait la peine parce que je suis arrivée de l'autre côté. Et vous aussi, vous y arriverez. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé cette histoire avec moi. Et souvenez-vous toujours, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a l'amour, il y a la force pour continuer. Et tant qu'il y a la foi,
Il y a une raison de croire que des jours meilleurs viendront, parce qu'ils viennent toujours, toujours. Que Dieu vous bénisse et que vous n'abandonniez jamais, jamais vos rêves, votre famille, vous-même. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne Histoire Grand-Mère. Un bisou au cœur de chacun et à la prochaine histoire.